Les lourdes portes en chêne du palais de justice de Paris se refermèrent dans un fracas solennel derrière le général de brigade André Dubois, un homme dont la présence imposait le respect. Ses bottes noires, lustrées jusqu'à refléter les lustres du hall, claquèrent sur le marbre poli, chaque pas résonnant comme un écho de son autorité. Son uniforme, orné de médailles et scintillant sous la lumière tamisée, racontait une carrière de 30 ans dans l'armée française, des champs de bataille et aux conseils stratégiques auprès des plus hautes sphères de l'État. André, d'origine sénégalaise, portait sa peau noire avec une dignité qui semblait défier quiconque oserait la remettre en question. Ce jour-là, il entrait dans le palais pour témoigner dans une affaire retentissante de corruption impliquant un magnat de l'industrie de la défense, accusé d'avoir détourné des fonds destinés aux soldats pour son profit personnel. Le général, habitué à ces couloirs où la justice se mêlait souvent de politique, avançait avec une assurance tranquille, son regard perçant scrutant les lieux avec une vigilance acquise dans les zones de guerre. Rien, pensait-il, ne pourrait troubler cette matinée. Rien, jusqu'à ce que l'officier de police Louis Martin, posté au portique de sécurité, ne croise son chemin. Louis, un homme au visage dur, aux yeux plissés par un mélange de méfiance et de mépris, scrutait chaque passant avec une suspicion mal dissimulée. Son uniforme bleu de la police parisienne, impeccablement repassé, contrastait avec l'aura de préjugés qui émanait de lui. Depuis des mois, il surveillait les détecteurs de métaux, son poste lui offrant une autorité qu'il exerçait avec une rigueur sélective. Lorsqu'André franchit le portique, un bip discret retentit, un son anodin, souvent ignoré pour d'autres. Mais Louis, comme s'il attendait ce moment, planta ses bottes devant le général, bloquant son chemin. « Arrêtez-vous immédiatement !» aboya-t-il, sa voix tranchante perçant le brouhaha du hall. Les avocats en robe noire, les greffiers chargés de dossiers, et les visiteurs pressés s'immobilisèrent, leurs regards convergeant vers la scène. André, sans ralentir, jeta un coup d'œil rapide à l'officier, son visage impassible. Il avait traversé ces portiques des dizaines de fois, témoigné dans des affaires d'État, affronté des crises internationales. Pourquoi s'arrêter pour un ordre aussi brusque? Il continua, sa démarche ferme, jusqu'à ce que Louis, le visage rougi par une colère mal contenue, élève la voix. « J'ai dit, arrêtez-vous !» Le ton était chargé d'une animosité que le général reconnut immédiatement, il l'avait entendu trop souvent, dans d'autres lieux, sous d'autres formes. Cette fois, il s'arrêta, pivotant lentement pour faire face à Louis. « Je ne reçois pas d'ordre de vous, officier, » dit-il, sa voix grave et mesurée, empreinte d'une autorité naturelle. « Écartez-vous. » Le hall, déjà silencieux, sembla retenir son souffle. Les doigts de Louis tremblèrent sur la sangle de son holster, son regard brûlant d'une rage qu'il ne cherchait même plus à cacher. « Qui pensez-vous être, à marcher ici comme si vous étiez chez vous » cracha-t-il, ses mots lourds de sous-entendus. Claire Lefebvre, une jeune journaliste du Le Monde, présente pour couvrir l'affaire de corruption, s'était glissée dans un coin du hall, son carnet à la main. Ses yeux vifs, habitués à saisir les détails, notaient chaque geste, chaque intonation. Elle avait entendu parler des tensions raciales dans certains commissariats parisiens, mais assister à une telle scène, en plein palais de justice, était une aubaine pour son prochain article. À quelques pas, Philippe Moreau, un collègue de Louis, se tenait près du portique, mal à l'aise. Sa main effleura sa radio, hésitant à intervenir. Il connaissait les emportements de Louis, ses remarques acerbes sur les « étrangers » ou les « suspects » qu'il ciblait sans raison. Pourtant, il restait figé, partagé entre la loyauté envers son collègue et le devoir envers la justice. La tension monta d'un cran lorsque Louis, dans un geste précipité, dégaina son pistolet. Le cliquetis de l'arme résonna comme un coup de tonnerre dans le hall de marbre. Les spectateurs reculèrent, certains lâchant des dossiers, d'autres murmurant des exclamations étouffées. Claire griffonna frénétiquement, son pouce accélérant. « Oh c'est une arme chargée que vous brandissez » déclara André, sa voix toujours calme, mais portant une intensité qui figea l'assemblée. Louis, le doigt près de la gâchette, tremblait, ses narines frémissantes. « Ne bougez plus !» hurla-t-il, sa voix se brisant sous le poids de sa propre fureur. André, immobile, les mains le long du corps, fit un pas mesuré vers lui. « Vous comptez tirer sur un général désarmé dans un palais de justice ?» demanda-t-il, son ton glacial, presque défiant. Les mots d'André, prononcés avec une précision militaire,
semblait peser sur Louis comme une sentence. Le général, qui avait affronté des tirs ennemis, des explosions et des crises diplomatiques, ne montrait aucun signe de peur. Son regard, fixé sur Louis, était celui d'un homme qui avait vu la mort de près et en était sorti plus fort. Autour d'eux, le chaos menaçait. Philippe, enfin sorti de sa torpeur, porta la main à son arme, mais pas pour viser André, il observait Louis, prêt à agir si nécessaire. D'autres officiers, alertés par le tumulte, s'approchèrent, leur radio crépitant. Claire, toujours dans l'ombre, nota la sueur perlant sur le front de Louis, le tremblement de son arme, la dignité inébranlable d'André. Puis, dans un éclat soudain, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à la volée. La juge Élise Dubois, une femme d'une cinquantaine d'années à l'allure sévère, apparut, flanquée de 2 huissiers robustes. Son regard perçant balaya la scène, l'arme de Louis, la posture droite d'André, la foule figée. « Que se passe-t-il ici » tonna-t-elle, sa voix résonnant avec l'autorité d'une magistrate chevronnée. Louis, déstabilisé, fit un pas en arrière, son pistolet vacillant. « Baissez cette arme, officier » ordonna Philippe, s'avançant enfin, soutenu par ses collègues. Dans un moment de panique, Louis laissa tomber son arme, qui heurta le sol dans un écho métallique. La foule poussa un soupir collectif, comme si le palais lui-même exhalait. 2 officiers saisirent Louis par les bras, le forçant à se mettre à genoux. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, et son visage, autrefois marqué par l'arrogance, se tordit de choc et d'incrédulité. « Que ? Je faisais juste mon travail. » bégaya-t-il, mais ses mots sonnaient au creux, pathétiques. « Votre travail ne consiste pas à menacer un général de l'armée française, » rétorqua Philippe, sa voix teintée de dégoût. La juge Élise s'avança, son regard brûlant de colère contenue. « Officier Martin, vous avez pointé une arme sur un héros décoré dans un lieu de justice. Il n'y a aucune excuse, aucune justification. Vous serez traduit en justice. » Alors que les huissiers l'emmenaient, Louis lança des protestations incohérentes, sa voix s'évanouissant dans les couloirs de marbre. Claire, toujours en retrait, referma son carnet, son esprit déjà en train de structurer l'article qui ferait trembler Paris. André, impassible, ajusta son uniforme et se tourna vers la salle d'audience. « Êtes-vous blessé, général » demanda Élise, son ton adouci par un respect évident. « J'ai vu pire » répondit André, un léger sourire aux lèvres, mais son regard suivait encore la silhouette de Louis, disparaissant au bout du couloir. « Ce n'est pas fini » murmura-t-il, presque pour lui-même. Il avait raison. Déjà, les murmures dans le hall s'intensifiaient, les téléphones sortaient des poches, les nouvelles se propageaient. Claire, sentant l'ampleur de l'histoire, envoya un message à son rédacteur en chef, « Incidents au palais. Un officier a menacé un général noir. » Article à suivre. Philippe, resté en arrière, fixait le sol, rongé par la culpabilité de n'avoir pas agi plus tôt. La juge Élise, regagnant sa salle, savait que cet incident marquerait un tournant. Quant à André, il entra dans la salle d'audience, prêt à témoigner comme prévu, son pas aussi assuré qu'à son arrivée. Mais au fond de lui, il savait que ce qu'il venait de vivre dépassait cette affaire de corruption. C'était le début d'une bataille plus grande, une bataille pour la justice, pour la dignité, pour un monde où un homme comme lui ne serait plus jugé par la couleur de sa peau, mais par la force de son caractère. Les portes se refermèrent derrière lui, et le palais de justice, encore frémissant, devint le théâtre d'une histoire qui allait bientôt secouer la France entière. L'incident au palais de justice de Paris s'était propagé comme une traînée de poudre, embrasant les conversations dans les cafés de Saint-Germain, les bureaux de la place Vendôme et les réseaux sociaux où les hashtags Maljustice pour Dubois et Stop aux préjugés dominaient les tendances. Les chaînes de télévision diffusaient en boucle des images floues, capturées par les caméras de surveillance, montrant l'officier Louis Martin, arme au poing, face au général André Dubois, dont la silhouette droite et impassible semblait défier l'injustice elle-même. Claire Lefebvre, la jeune journaliste du Le Monde, avait publié un article percutant dès le lendemain, intitulé « Un général sous la menace, quand le préjugé devient une arme ». Son enquête, nourrie par des témoignages anonymes d'anciennes victimes de Louis, révélait un historique troublant, plainte pour harcèlement racial, remarques désobligeantes, abus de pouvoir, souvent étouffés par une hiérarchie complaisante. Dans les rues de Paris,
des citoyens indignés commençaient à se rassembler, brandissant des pancartes réclamant justice. Les murmures des badauds se transformaient en cris, et les rédactions des journaux, submergées d'appels, pressentaient que cette affaire marquerait un tournant. Au palais de justice, le procès de Louis Martin débuta dans une salle comble, où l'air semblait chargé d'électricité. Les bancs étaient occupés par des avocats, des journalistes, des militants, et même quelques officiers de police en civil, venus observer l'issue de ce scandale. Sophie Garnier, procureure chevronnée connue pour son intransigeance, menait l'accusation avec une détermination froide, ses lunettes cerclées d'acier reflétant la lumière des lustres. Face à elle, Louis, assis au banc des accusés, affichait une posture rigide, mais ses doigts crispés sur la table trahissaient son anxiété. Son avocat, Julien Bisset, un homme au regard fuyant et à la voix hésitante, semblait déjà dépassé par l'ampleur de l'affaire. La juge Élise Dubois, présidant l'audience, frappa son marteau, imposant un silence immédiat. « Que l'accusé se lève » ordonna-t-elle. Louis se redressa, ses yeux évitant ceux de la foule. Sophie s'avança, son dossier sous le bras, et ouvrit l'audience avec une question directe. « Général André Dubois, veuillez décrire ce qui s'est passé dans le hall du palais. » André, vêtu de son uniforme impeccable, monta à la barre. Sa présence, imposante et digne, semblait remplir la salle. « J'entrais pour témoigner dans une affaire de corruption », commença-t-il, sa voix claire et précise, comme s'il relatait une opération militaire. « J'ai franchi le portique de sécurité, comme je l'ai fait des dizaines de fois. L'officier Martin m'a ordonné de m'arrêter sans raison apparente. Lorsque j'ai continué, il a dégainé son arme et l'a pointée sur moi. » Un murmure parcourut l'assemblée, vite étouffé par un regard sévère de la juge. Sophie hocha la tête, son expression impassible. « Avez-vous menacé l'officier Martin ou fait un geste agressif » demanda-t-elle. André, le regard fixé droit devant, répondit. « Non. Je n'ai ni levé la voix ni fait de mouvement menaçant. J'ai simplement poursuivi mon chemin. » Puis, après une pause, il ajouta d'un ton mesuré. « Il ne m'a pas vu comme un général décoré. Il m'a vu comme un homme noir qui refusait d'obéir. » Ces mots, prononcés avec une calme autorité, tombèrent comme une pierre dans l'eau, créant des ondes dans la salle. Les jurés, un mélange d'hommes et de femmes de divers horizons, échangèrent des regards, certains visiblement ébranlés. Claire, assise au fond, griffonnait chaque mot, son stylo courant sur le papier. Elle savait que cette phrase deviendrait le cœur de son prochain article. Le témoignage suivant fut celui de Philippe Moreau, le collègue de Louis, qui monta à la barre avec une réticence palpable. Sous serment, il avoua avoir entendu Louis proférer des remarques racistes à plusieurs reprises lors de leur garde. Il parlait souvent des étrangers ou des suspects qu'il jugeait dangereux, sans preuve, dit-il, baissant les yeux. Il y avait une pression pour ne rien dire, pour protéger l'équipe. Sa voix tremblait légèrement, révélant un conflit intérieur. Sophie, sentant une ouverture, pressa. « Avez-vous déjà vu l'officier Martin cibler des individus en raison de leur apparence » Philippe hésita, puis hocha la tête. Plusieurs fois. La salle s'agita de nouveau, et Julien Bisset, l'avocat de Louis, griffonna nerveusement des notes. Puis vint un témoin inattendu, Amadou Ndiaye, un employé de ménage d'origine sénégalaise travaillant au palais. Petit, discret, Amadou monta à la barre, ses mains tremblantes mais son regard déterminé. « L'officier Martin m'a harcelé à plusieurs reprises, raconta-t-il, sa voix douce mais ferme. Il m'a traité de parasite, m'a menacé d'arrestation sans raison, juste parce que je passais avec mon chariot de nettoyage. » Il raconta une altercation où Louis l'avait poussé contre un mur, riant avec un collègue. « J'avais peur, mais je n'ai rien dit. Qui m'aurait cru ?» Son témoignage, simple mais poignant, fit naître un silence lourd dans la salle. Claire, émue, nota chaque détail, consciente que l'histoire d'Amadou donnerait une voix aux invisibles. Julien Bisset tenta de reprendre la main lors du contre-interrogatoire. S'adressant à André, il demanda. « Général, vous êtes un homme grand, imposant. N'auriez-vous pas pu intimider l'officier Martin »
André, toujours calme, répondit. Cela dépend de qui vous interrogez. Mais ce jour-là, 3 hommes blancs ont franchi le portique avant moi. Aucun n'a été arrêté. Aucun n'a eu une arme pointée sur lui. La salle éclata en murmures, et Julien, déstabilisé, n'insista pas. Face à Amadou, il tenta une autre approche. « Monsieur Ndiaye, n'avez-vous pas exagéré ces incidents pour nuire à l'officier ?» Amadou, droit dans ses chaussures usées, répondit « Je n'ai rien à gagner à mentir. Je veux juste qu'on me laisse travailler en paix. » Sa sincérité désarma l'avocat, qui retourna à sa place sans poser d'autres questions. En dehors du tribunal, Claire poursuivait son enquête, rencontrant d'anciennes victimes de Louis dans les quartiers populaires de Belleville et de Barbès. Leurs récits, contrôle d'identité abusif, insultes raciales, menaces, donnaient du poids à son article suivant, qui dénonçait un système policier protégeant les abus par un silence complice. Ces mots, publiés dans Le Monde, déclenchèrent une vague de manifestations devant le palais, où des pancartes proclamaient « Plus jamais ça » et « Justice pour tous ». Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des intellectuels comme des citoyens ordinaires exigeant des réformes. Sophie, en coulisses, peaufinait son réquisitoire, consciente que ce procès ne concernait pas seulement Louis, mais tout un système défaillant. Elle rencontra André dans un bureau du palais, après une journée d'audience. « Votre témoignage a frappé fort, dit-elle, ôtant ses lunettes. Mais Louis va plaider l'instinct, la peur. Nous devons montrer que ce n'était ni l'un ni l'autre. » André acquiesça, son regard lointain. Ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. Il pensait que son badge lui donnait le droit de juger qui mérite de vivre ou de mourir. Sophie hocha la tête, impressionnée par la lucidité du général. « Nous allons le faire tomber, promit-elle. À mesure que les preuves s'accumulaient, témoignages, vidéos de surveillance, plaintes archivées, la défense de Louis s'effritait. Julien tenta de présenter son client comme un officier sous pression, agissant par réflexe face à une menace perçue. Mais les jurés, marqués par les récits d'André, de Philippe et d'Amadou, semblaient eux peu convaincus. Dans les couloirs du palais, les journalistes, dont Claire, attendirent chaque jour la sortie des audiences, leurs micros tendus vers les avocats. Les manifestations grossissaient, et la pression publique devenait intenable. Sophie, André et Amadou, chacun à sa manière, incarnaient une résistance face à l'injustice. Mais alors que le procès approchait de son apogée, une question planait. Une condamnation suffirait-elle à changer un système où des hommes comme Louis prospéraient depuis trop longtemps? La réponse, tous le savaient, ne viendrait pas seulement du tribunal, mais des rues, des rédactions, et des consciences de ceux qui refusaient de se taire. Le verdict tomba dans la salle d'audience du palais de justice comme un couperet, tranchant le silence oppressant qui avait enveloppé la foule. La juge Élise Dubois, droite dans sa robe noire, fixa Louis Martin, dont le visage, autrefois marqué par une arrogance froide, s'était figé en une expression d'incrédulité. « Officier Louis Martin, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une gravité solennelle, vous avez trahi la confiance placée en vous par l'uniforme que vous portiez. Vos actes, motivés par des préjugés raciaux, ont non seulement mis en danger la vie d'un homme innocent, le général André Dubois, mais ont également ébranlé la confiance du public envers l'institution que vous représentiez. Pour les chefs d'accusation d'agression avec arme à feu, tentative de meurtre et mise en danger de la vie d'autrui, vous êtes condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. » Un frisson collectif parcourut la salle. Les jurés, visages graves, hochèrent la tête en signe d'approbation. Les journalistes, alignés au fond, griffonnèrent frénétiquement, leurs stylos courant sur le papier comme pour capturer l'instant historique. Louis, assis au banc des accusés, sembla s'effondrer sur lui-même, ses mains menottées tremblant légèrement. Ses yeux, autrefois pleins de défis, évitaient désormais le regard de la salle. Les huissiers s'approchèrent, leurs pas lourds résonnant sur le parquet, et l'emmenèrent, sans ménagement, ses menottes cliquetant dans un silence presque funèbre. André Dubois, assis au premier rang, resta immobile, son uniforme impeccable contrastant avec le chaos émotionnel autour de lui. Une lueur de satisfaction, discrète mais perceptible, brillait dans ses yeux. Sophie Garnier, la procureure,
rangea ses dossiers avec une précision méthodique, puis s'approcha de lui. « Général, murmura-t-elle, ôtant ses lunettes, c'est une victoire. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui ont souffert en silence. » André hocha la tête, son regard fixé sur les portes par lesquelles Louis venait de disparaître. Un début. Répondit-il simplement, sa voix grave portant une sagesse forgée par des décennies de combat, sur les champs de bataille comme dans les arènes de la justice. Dehors, le palais de justice était assiégé par une foule hétéroclite. Des étudiants brandissant des pancartes, des militants associatifs scandant des slogans, et des citoyens ordinaires venus témoigner leur soutien. Les caméras des chaînes comme France 24 et BFM TV capturaient chaque instant, les flashs crépitant dans l'air frais du matin. Claire Lefebvre, la journaliste du Le Monde, se tenait au cœur de la mêlée, son carnet débordant de notes. Son dernier article, publié la veille du verdict, avait enflammé les débats. Intitulé « Un badge n'est pas un bouclier », il disséquait non seulement l'incident impliquant Louis, mais aussi les failles systémiques, permettant à des officiers comme lui de prospérer. Elle avait recueilli des témoignages dans les banlieues de Clichy et de Saint-Denis, où des jeunes racontaient des contrôles d'identité humiliants, des insultes raciales, des menottes serrées sans raison. Son texte, poignant et incisif, avait été repris dans les éditoriaux, partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux, et cité à l'Assemblée nationale lors d'un débat d'urgence sur la réforme policière. Claire, micro à la main, s'adressa à une caméra. « Aujourd'hui, la justice a parlé. Mais ce verdict n'est pas une fin. C'est un appel à changer un système qui a trop longtemps fermé les yeux. » Ces mots, diffusés en direct, résonnèrent et dans les foyers parisiens, des cafés de Montmartre au salon bourgeois du 16e arrondissement. Dans la salle d'audience, désormais vide, Sophie et André échangèrent quelques mots avant que le général ne se lève pour quitter les lieux. En chemin, il croisa Amadou Ndiaye, l'employé de ménage dont le témoignage courageux avait pesé lourd dans le procès. Amadou, toujours discret, ajustait son uniforme de travail, un balai à la main. « Général Otali » dit-il timidement, « merci d'avoir tenu bon. » André s'arrêta, posa une main sur son épaule. « C'est vous qui méritez des remerciements, Amadou. Vous avez donné une voix à ceux qu'on n'écoute pas. » Amadou, ému, baissa les yeux, mais un sourire timide éclaira son visage. Ce moment, simple mais chargé de sens, symbolisait une alliance improbable, un général décoré et un employé de ménage, unis par un combat commun pour la dignité. Plus tard, une association locale annonça qu'Amadou recevrait une médaille pour son courage civique, une reconnaissance rare pour un homme et habitué à passer inaperçu. Les répercussions du procès se firent sentir bien au-delà du palais. À l'Assemblée nationale, une coalition bipartisan, galvanisée par l'affaire, proposa une loi visant à renforcer la formation des forces de l'ordre. Des ateliers sur la désescalade et la lutte contre les biais implicites devinrent obligatoires dans tous les commissariats de France. André, sollicité pour intervenir lors de séminaires, partagea son expérience avec une simplicité désarmante. Dans une salle bondée de l'École nationale de police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, il déclara « Un uniforme ne donne pas le droit de juger. Il impose le devoir de respecter. » Ces mots, diffusés dans un reportage télévisé, inspirèrent une nouvelle génération d'officiers, dont certains, comme Philippe Moreau, cherchaient à racheter leur silence passé. Philippe, marqué par l'affaire, avait témoigné contre Louis, brisant le mur de loyauté qui protégeait trop souvent les abus. Il s'engagea ensuite dans une unité de médiation communautaire à Belleville, travaillant à reconstruire la confiance entre la police et les habitants. Dans une prison à la périphérie de Paris, Louis Martin affrontait une réalité nouvelle. Enfermé dans une cellule austère, il passait ses nuits à ressasser l'image d'André, debout, inébranlable, dans le hall du palais. Une lettre anonyme, glissée sous sa porte, ne contenait qu'un mot, justice. Ce mot, écrit à l'encre noire, semblait le poursuivre. Louis, autrefois convaincu de son impunité, sentait le poids de ses choix. Les gardiens rapportaient de qu'il parlait peu, refusant même les visites de sa famille. Lors d'une séance avec un psychologue pénitentiaire, il murmura « Je pensais que mon badge me donnait raison. » Ces mots, rares et fragiles, marquaient le début d'une introspection forcée, bien que tardive.
Certains de ses anciens collègues, ébranlés par le scandale, choisiraient de démissionner discrètement, tandis que d'autres faisaient face à des enquêtes internes. Un nouveau conseil de surveillance, créé dans la foulée du procès, scrutait désormais les plaintes pour abus, rendant l'impunité plus difficile. Sophie Garnier, quant à elle, vit sa réputation s'envoler. Nommée à la tête d'une commission nationale sur la réforme policière, elle travailla sans relâche pour que les preuves de mauvaise conduite ne soient plus étouffées. Elle collabora avec André et des associations comme SOS Racisme pour élaborer des protocoles garantissant l'équité. À l'hôpital Lariboisière, un nouveau règlement fut instauré, interdisant toute discrimination basée sur l'apparence ou l'uniforme. Une plaque, dévoilée lors d'une cérémonie, rendait hommage à la « dignité sous pression », un clin d'œil à André et à tous ceux qui refusaient de plier face à l'injustice. Un soir, André se tenait sur les marches du palais de justice, l'air frais caressant son visage. Les réverbères parisiens illuminaient la scène, et les bruits de la ville, klaxons, rires, conversations, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Sophie le rejoignit, croisant les bras. « Satisfait » demanda-t-elle, un sourire en coin. André haussa les épaules. « Un homme est tombé » répondit-il, son regard perdu dans l'horizon. « Mais il y en a d'autres. » Sophie acquiesça, son expression sérieuse. « Oui, mais aujourd'hui, nous avons montré que personne n'est intouchable. » André laissa échapper un sourire, discret mais sincère. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais il n'était pas cynique au point de nier l'importance de cette victoire. Les marches du palais, autrefois théâtre d'un affrontement, étaient devenues un symbole d'espoir. Des citoyens de tous horizons, étudiants, retraités, immigrés, parisiens de souche, s'y rassemblaient désormais, non plus pour protester, mais pour célébrer un changement naissant. L'histoire d'André, de Louis, de Claire, de Sophie et d'Amadou devint une parabole moderne, enseignée dans les écoles de droit et citée dans les discours politiques. Elle rappelait une vérité essentielle, ancrée dans l'idéal républicain français: le pouvoir, qu'il soit celui d'un badge ou d'une arme, doit être guidé par la conscience et la responsabilité. Chaque individu, du général au balayeur, pouvait devenir un gardien de la justice. En descendant les marches, André sentit le poids du procès s'alléger, remplacé par une conviction tranquille. Il n'était pas naïf, le chemin serait long, semé d'embûches. Mais ce jour-là, dans l'ombre du palais de justice, la France avait entendu une voix plus forte qu'une arme. Et cela, pour André, pour Sophie, pour Amadou, pour Claire, et pour tous ceux qui croyaient en un avenir plus juste, était un début. Les réformes se multiplièrent. Les consciences s'éveillèrent. Et Paris, ville des Lumières, brilla un peu plus fort, porté par l'espoir d'une société où la dignité l'emporterait toujours sur le préjugé. L'histoire du général André Dubois face à l'officier Louis Martin au palais de justice est ce bien plus qu'un simple récit judiciaire. Elle est un miroir tendu à la société française, révélant les blessures profondes causées par les préjugés et l'abus de pouvoir. Ce qui m'a profondément marqué, c'est la dignité d'André, sa capacité à rester calme et inébranlable face à une arme, incarnation d'une force morale qui transcende la violence. Cette résilience, ancrée dans des valeurs d'honneur et de justice, résonne avec l'idéal républicain français: la liberté et l'égalité ne se négocient pas. La détermination de Sophie Garnier, la plume incisive de Claire Lefebvre et le courage discret d'Amadou Ndiaye montrent que le changement naît de l'action collective, où chaque voix, qu'elle soit celle d'un général ou d'un employé, compte. Cette histoire met en lumière une vérité universelle: le pouvoir, sans conscience, devient une arme contre ceux qu'il devrait protéger. Pour ma vie quotidienne, cette leçon m'invite à réfléchir à mes propres préjugés, souvent inconscients, et à m'efforcer de traiter chacun avec respect, quelle que soit son apparence ou son statut. Elle m'encourage à ne pas rester silencieux face à l'injustice, à l'image d'Amadou, qui a osé parler malgré sa peur. En tant que citoyen, je comprends que la justice n'est pas seulement l'affaire des tribunaux, mais un engagement de tous les jours, dans nos paroles, nos actions, nos choix. Comme les Parisiens qui se sont mobilisés, je veux contribuer à une société où la dignité prime, en défiant les stéréotypes et en soutenant les initiatives pour l'égalité. Cette histoire nous rappelle que la lutte pour la justice est l'affaire de tous. Si elle vous a touché, agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier son message, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits inspirants. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez vos réflexions,
raconter une expérience personnelle ou proposer des idées pour bâtir une société plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un avenir sans préjugés.